Merci, cher ami. Merci encore pour l'invitation à la Maforcale. Et on m'a demandé de parler des actualités dans l'alimentation infantile destinée aux enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Donc on va voir, il y a eu beaucoup d'actualités en matière d'alimentation infantile chez les allergiques aux protéines de lait de vache, avec la commercialisation de nouvelles formules infantiles, mais surtout l'amélioration des anciennes formules qui existaient déjà sur le marché, à l'instar de l'amélioration des standards en général qui ne cessent de s'améliorer avec donc l'avènement de nouvelles études, de nouveaux substituts, comme exemple les probiotiques, et donc pour ressembler le plus au lait maternel. Donc, dans cette présentation, on va d'abord voir c'est quoi le concept de l'alimentation infantile en général, et puis un mot sur l'allergie aux protéines de lait de vache, avant d'aborder la diététique spécifique pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Alors, c'est quoi l'alimentation infantile? Les laits infantiles sont des substituts du lait maternel utilisé durant la première année de vie, d'abord de façon exclusive durant les 4 à 6 premiers mois, permettant à eux seuls d'assurer les besoins nutritionnels pour sa tranche d'âge et d'assurer une croissance harmonieuse, et puis associés à une alimentation diversifiée au-delà de l'âge de 4 à 6 mois. Alors, la composition doit répondre à une réglementation précise. Ils font partie de ce qu'on appelle des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. Et ce sont des catégories d'aliments destinés à une alimentation particulière, spécialement traitées ou formulées pour répondre aux besoins nutritionnels de patients dont les capacités d'absorption, digestion, assimilation sont soit limitées, soit perturbées, et bien sûr qui doit être prescrit absolument sous contrôle médical. Alors, ils sont régis par une loi européenne qui remonte à 1991 et qui est soumise donc à une réglementation. Les fabricants, ils doivent absolument respecter, perturber, et bien. Alors, ils sont régis par une loi européenne 1991. Les perturbés, et bien. Alors, ils sont régis par une loi européenne 1991. Les perturbés, et bien. Alors, ils sont régis par une loi européenne 1991. Les perturbés, et bien. Alors, ils sont régis par une loi européenne 1991. Grand groupe. Ça, je passe rapidement, vous les connaissez très bien. Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, et puis les aliments lactés destinés aux enfants en bas âge, et puis les laits spéciaux utilisés à des fins médicales spéciales, dont les substituts aux allergiques, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, et puis pour les maladies métaboliques, pour les laits pour prématurés, pour hypotrophes, et les laits spéciaux destinés à des fins préventives, comme les laits anti-reflux. Un mot sur l'allaitement maternel, parce que quand même c'est le gold standard, mais aussi c'est un traitement de l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc les avantages, ils sont juste innombrables.
en matière de protection anti-infectieuse, la qualité des nutriments dans l'assimilation, la digestion est bien sûr incomparable, donc c'est l'aliment idéal. Alors comment se retrouver dans la jungle des laits infantiles? Là vous avez, juste pour rappel, un tableau comparant la constitution des différents laits. Donc là vous avez la colonne de lait de vache, lait de femme et puis les préparations pour nourrissons, préparations de suite. Comme vous voyez, donc les laits pour nourrissons, les préparations pour nourrissons, ils sont 3 fois moins riches en protéines pour se rapprocher le plus du lait maternel. Et juste à titre d'information, ils sont encore plus appauvris dernièrement. Donc il y a la réglementation en vigueur de 2020, c'était dans ce sens que les préparations pour nourrissons soient encore plus appauvries en protéines. Donc, la qualité aussi des protéines, donc le rapport caséine-protéine. En gros, il y a moins de protéines, de minéraux, plus de glucides, d'acides gras essentiels et de fer. Rapidement, pour les laits de croissance, ils sont importants. Pourquoi? Parce que, regardez, ils sont 25 fois plus riches en fer. Juste, c'est le moyen le moins cher pour lutter contre la carence martiale que vous savez très bien qu'elle est fréquente à cet âge. Concernant l'allergie aux protéines de lait de vache, donc c'est la première allergie alimentaire chez l'enfant, survenant précocement durant les premiers mois de vie dans 80% des cas. Elle touche environ 0,5 à 3% des nourrissons. Elle est caractérisée par un grand polymorphisme clinique avec une grande diversité phénotypique, à l'instar du l'asthme. Donc, il y a aussi plusieurs phénotypes dans l'allergie alimentaire, comme nous a bien expliqué le professeur Taïr. Pourquoi? C'est expliqué par plusieurs facteurs. D'abord, un mécanisme immunologique qui est variable, IgE médié, non IgE médié, mixte. La sévérité clinique variable, des formes cutanées simples aux formes anaphylactiques, passant par les formes gastriques respiratoires, et aussi selon la protéine incriminée. Par exemple, la caséine, elle est connue d'être un allergène sévère et un facteur de persistance aussi de l'allergie. Et puis, il faut absolument une démarche diagnostique qui doit être absolument standardisée pour assurer un diagnostic précoce et éviter les conséquences nutritionnelles. Lorsqu'ils sont sévères, lorsqu'ils s'installent précocement, ils risquent d'être définitifs, et aussi le risque anaphylactique dans les formes IgE médiées. Donc le traitement, il est diététique, c'est ce qu'on va détailler, qui repose essentiellement sur l'exclusion de toute protéine lactée, et le pronostic est habituellement bon à condition d'éviter la persistance. Quels sont les allergènes du lait de vache? Donc vous avez plus de 30 protéines allergisantes, mais ce qu'il faut savoir, il y a 3 allergènes majeurs. Donc il y a la caséine, et puis dans les protéines du lactosérum, vous avez la bêta-lactoglobuline, c'est la seule protéine qui est absente dans le lait maternel, et puis la lactalbumine. Juste pour rappel, parfois il y a la séromalbumine, c'est très rare, mais il faut la connaître parce que c'est un facteur de risque d'allergie croisée avec la viande de bœuf. Donc les manifestations, je passe. Je pense que le professeur Taïr les a bien détaillées. Donc vous avez les formes IgE médiées qui sont variables, des formes cutanées simples aux formes anaphylactiques, les formes non IgE médiées avec, comme il l'a bien précisé le professeur Taïr, donc on a de plus en plus de tableaux plus précis avec des syndromes caractéristiques, et puis les formes IgE mixtes, c'est ça, les formes mixtes. Un mot sur le COMIS, le Co-Milk Score Symptom. Donc moi que je trouve qu'il est très très intéressant, c'est une aide précieuse qu'on peut utiliser en consultation, surtout dans les formes non spécifiques. Donc c'est un score qui est... De la Maforcal. Alors pour introduire le sujet, je dirais que chaque fois qu'on parle d'un conflit entre un hôte, notamment l'être humain, avec un pathogène, on se pose la question par rapport à cette bataille. Il y a certainement 2 adversaires qui sont soi-disant forcés d'utiliser des armes les plus sophistiquées dont ils disposent, avec des stratégies leur permettant un petit peu de, soi-disant, d'avoir l'espoir de survivre et de se multiplier chacun.
Alors, l'issue de cette bataille, soit il y a soi-disant un gagnant, soit parfois ni victoire ni défaite. On est dans quelque part un certain compromis des négociations pour pouvoir trouver un équilibre, une sorte d'adaptation. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a très souvent, à chaque fois qu'on parle de virus, il y a des phénomènes d'échappement au système immunitaire qui sont très récurrents et qui, justement, représentent un vrai challenge pour le système immunitaire de l'individu. Alors, la réponse immunitaire, pour qu'elle soit efficace, elle se pose des questions, ou bien avec des objectifs, d'empêcher d'emblée l'entrée du virus ou d'agents pathogènes, espérer l'éliminer complètement, soi-disant, de l'organisme, et au moins contrôler sa multiplication. Ça, c'est un objectif, ou des objectifs que fixe une réponse immunitaire. Pour cela, il va utiliser deux moyens principaux, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Du coup, on va parler de l'immunité antibactérienne, antivirale, de façon générale, antifongique, antiparasitaire. Lorsqu'il s'agit du soi, on est face à des phénomènes d'auto-immunité qui vont se déclencher lorsque l'individu ou le système immunitaire de l'individu se retourne contre les antigènes du soi. Et face aux antigènes tumoraux, on est devant un chapitre qui est à part, qu'on appelle l'immunité antitumorale. Ça, c'est pour introduire un petit peu le sujet sur la réponse immunitaire de façon générale. Et il faut savoir que, à travers tout ce qui a été fait chez les vertébrés, on a mis en évidence que, soi-disant, l'ampleur, le degré d'implication de l'immunité innée. Ça, c'est important. Elle représente un peu son rôle et elle représente 95%, un petit peu par rapport soi-disant, à son rôle dans la protection de l'hôte face soi-disant, aux intrus. L'immunité adaptative va survenir après pour justement compléter on va dire l'échec, au moins, lorsque l'immunité innée est en état d'échec, ou bien pour compléter sa réaction et être plus efficace possible. Du coup, lorsqu'on regarde le système immunitaire, comment il est organisé, on peut soi-disant, on va dire, virtuellement l'organiser en deux. Avant, il y a l'étape un petit peu anti-immunité qui consiste soi-disant, à reconnaître un agent pathogène par les moyens qui sont nombreux, les récepteurs, etc. Après, donc, l'agent pathogène, il a face à lui d'abord à l'immunité innée avec plusieurs acteurs. Hein. Ces acteurs sont multiples, vous connaissez tous, il y a les phagocytes, les polynucléaires, bref, les cellules dendritiques, les cellules NK. Il y a, de l'autre côté, il y a l'immunité adaptative. Entre les deux, il y a une sorte de zone de transition. Et également, il y a des acteurs qui ne sont pas soi-disant, ils sont aussi importants au regard de leur rôle. Il y a les fameuses cellules NKT. Désolé, voilà. Les NKT, ce sont des cellules à double, soi-disant, fonction. D'un côté, elles assurent une fonction T et une fonction NK. Et puis, vous avez des lymphocytes T gamma delta. De plus en plus, on en parle. Dans l'immunité antitumorale, dans l'immunité anti-infectieuse, vraiment, c'est un autre, soi-disant, créneau qui est assez important. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les lymphocytes T invariants associés aux muqueuses. Donc, du coup, il y a beaucoup à apprendre soi-disant, du système immunitaire avec ces acteurs qui sont multiples et leur rôle et leurs fonctions qui sont extrêmement importants. Du coup, alors, lorsqu'on regarde ces acteurs, il n'y a pas de barrière limite, mais il y a un chevauchement. Il y a aussi des fois l'immunité adaptative. Il faut un retour en arrière pour chercher un acteur de l'immunité, soi-disant, innée pour se faire aider, etc. C'est le cas des macrophages, les cellules NK. En tout cas, c'est une réaction qui est intriquée et il y a une entraide avec une implication de plusieurs acteurs de façon sélective. Alors maintenant, lorsqu'on switch un petit peu vers le Covid, vous savez que le Covid, on a tous, soi-disant, connu un petit peu les formes cliniques du Covid, avec les formes asymptomatiques, ou bien des formes modérément symptomatiques, celles qui sont sévères et formes extrêmes ou graves. Et à chaque fois, on a l'intervention du système immunitaire dans les différentes formes cliniques pour déterminer justement le sort et le devenir de cette infection en termes de gravité, en termes même de mortalité. Alors, plus on est compétent, plus il n'y a pas de comorbidité, donc le système immunitaire, elle est là. L'individu se retrouve immunisé, donc il est capable, d'un côté, de lutter contre le virus et également de conférer des anticorps protecteurs, etc., plus ou moins de longue durée.
Et puis, il y a, plus on avance dans la sévérité, bien évidemment, on se retrouve avec une défaillance du système immunitaire, avec un taux de mortalité qui est en train d'augmenter, etc. C'est le cas des formes qui sont critiques. Regardez, pratiquement 50% de mortalité. Ça, c'est quelque chose à souligner. Il y a, face à la gravité du virus, lorsqu'il y a des facteurs de comorbidité, il y a quelque part une perte de la bataille de la part de l'hôte. Maintenant, lorsqu'on regarde, je vais emprunter cette figure aussi, comme l'a fait le professeur Filahsi. D'ailleurs, le professeur Jamila, on a parlé, il a utilisé sur une belle figure qui illustre beaucoup de choses. Vous savez, lorsque le SARS-CoV-2 se présente à l'organisme, notamment au niveau des voies respiratoires, il va se retrouver, soi-disant, en train de chercher un récepteur à la CO2. Ce récepteur est important parce qu'au regard de son affinité importante vis-à-vis de la protéine spike de la surface des virus, donc, il va donc permettre, soi-disant, l'entrée des virus au sein des cellules, que ce soit des pneumocytes, que ce soit également des macrophages. Du coup, la première interface face au virus, c'est l'immunité innée. Alors, cette immunité innée, regardez, elle est centralisée autour du macrophage. Le virus, grâce à ce récepteur à CO2, il y a également d'autres manières, soi-disant, avec lesquelles il intègre la cellule. Il y a des récepteurs TLR, il y a des récepteurs NOD. Bref, il y a énormément d'éléments qui permettent au virus d'intégrer la cellule. En même temps, le macrophage ou le système immunitaire inné, de façon générale, il va s'activer. Il va mobiliser des facteurs de transcription nucléaire, des molécules adaptatrices. Il va essentiellement utiliser la voie des cytokines, notamment pro-inflammatoires, l'interleukine 6, TNF-alpha, et les interférons de type A, notamment l'interféron alpha et bêta, et même le gamma après. Bref, on a besoin d'une mobilisation de la voie de l'interféron gamma, notamment en activant les facteurs de translocation nucléaire, et qui vont aller jouer sur activer les gènes qui vont permettre de coder les cytokines pro-inflammatoires. Et après, on a besoin justement de ces cytokines pour aider justement à contrecarrer ce virus. Mais malheureusement, on s'expose à, comme l'a traité bien le professeur Shakir, par rapport à cet orage cytokinique qui devient parfois un drame lorsqu'on a cette hyperactivation macrophagique, etc. Ça, c'est de le côté de l'immunité innée. De l'autre côté, on a aussi l'immunité adaptative qui va être mise en jeu. Pour passer le relais à l'immunité adaptative, il nous faut des cellules présentantes d'antigènes, comme vous le savez très bien. Donc, on retrouve ces fameuses cellules dendritiques qui vont utiliser les fameuses molécules CMH ou HLA qui vont s'occuper pour présenter l'antigène viral à des lymphocytes T. Les lymphocytes T, en l'occurrence les CD4. Après, donc, on aura besoin des lymphocytes B pour produire des anticorps et également pour mobiliser les lymphocytes T cytotoxiques. Bref, tout le monde participe à la fête. On a commencé par l'immunité innée, puis l'immunité adaptative qui va permettre justement de générer des anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques. Bien évidemment, tout dépend de la compétence du système immunitaire de l'individu, des facteurs associés pour expliquer un petit peu, pour voir le devenir de cette réaction. Voilà un petit peu comment on peut organiser la réponse immunitaire avec ces deux volets face à l'exposition au SARS-CoV-2. Je ne peux pas m'empêcher de parler un peu, pas de la clinique, on va dire, dans le sens du terme, mais juste pour souligner une chose. Nous sommes dans un congrès d'allergo. Ce qui a été décrit parmi les manifestations cliniques, on a relevé également des pneumonies associées à l'urticaire, des pneumonies avec des dermatites atopiques. Je ne sais pas si c'est étonnant pour vous, mais bon, c'est important. Probablement à l'avenir, et même des rhinites allergiques, à l'avenir, on va peut-être inscrire dans l'anamnèse d'un patient allergique est-ce qu'il a fait un épisode particulier de SARS-CoV-2, du coup, pour le retenir comme un facteur étiologique de l'allergie éventuellement. Ça mérite des travaux de recherche, à mon sens, pour pouvoir justement écarter ou retenir cette hypothèse d'association. Alors, en parlant de manifestations cliniques, maintenant je vais essayer d'un petit peu d'aborder quelques aspects relatifs au virus. Vous savez très bien que le génome viral, on peut soi-disant le visualiser avec des protéines structurales, avec la fameuse protéine S que vous connaissez très bien, la protéine spike. Cette protéine spike renferme un domaine, on va dire des motifs on va dire dominants, qui renferme ce qu'on appelle la région RBD, qui représente un petit peu la partie immunodominante qui va interférer ou interagir avec le récepteur ACE. On a également, dans la structure du génome viral, on a des protéines non structurales qu'on appelle accessoires, ORF1 jusqu'à ORF10.
Et on a également des protéines structurales dont le nombre est assez important. Voilà un petit peu de façon générale comment le génome viral des virus SARS-CoV-2 se présente. Et à partir de là, ça nous permet un petit peu de parler un peu de ces fameuses mutations dont on parle beaucoup lorsqu'on aborde le SARS-CoV-2. Vous savez, les mutations du SARS-CoV-2, par définition, mutations, c'est relatif à l'ensemble des virus, ce sont des changements génomiques qui consistent soit à introduire des délétions, on va dire en délétion, ou bien des insertions d'acides aminés, des recombinaisons, même des transversions, etc., qui peuvent apparaître de façon hasardeuse au cours du cycle de multiplication des virus. Et les temps dépendent également du niveau de réplication des virus. Donc, finalement, le virus, à travers ces mutations, va s'adapter, soi-disant, à l'hôte. Il cherche à augmenter sa capacité de réplication et de transmission et de diffuser donc, chez la population infectée. Donc, il cherche également à travers ces mutations mastocytaires avec un dosage de la tryptase, enfin avec 2 dosages de la tryptase. Et il vous faut avoir démontré l'effet clinique des traitements qui empêchent la dégranulation mastocytaire. Si vous avez ces 3 critères, vous avez votre MCAS. Si vous en manque un ou la moitié d'un, vous n'avez pas votre diagnostic. Donc on discute, enfin, on en fait je dirais, des salades, des pizzas, tout ce que vous voulez sur le MCAS. Il n'y a aucune raison de discuter. Vous avez ces 3 critères, c'est bon. Vous ne les avez pas, c'est pas bon. Ça, c'est juste pour vous dire que vous répétez, et donc on ne va pas s'y attarder, que quand vous avez un désordre mastocytaire, il peut s'associer à toute autre anomalie. Et ici, un algorithme qui est un peu plus détaillé sur le MCAS. Donc, si vous avez des symptômes évocateurs et vous avez mis en évidence l'élévation transitoire de la tryptase, ou si vous avez de la chance de l'histamine, et vous avez prouvé l'efficacité des traitements, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez votre diagnostic de MCAS, vous allez plus loin, vous allez chercher, donc là on est encore dans la théorie et dans un monde idéal, l'HAT et éventuellement le D816B, et si c'est positif, eh bien, vous avez un MCAS primaire, et si c'est négatif, vous avez un MCAS qui est a priori secondaire ou idiopathique, en tout cas sans une mutation identifiée. Donc ça, ce sont différents algorithmes que vous aurez après. Je pense que ce n'est pas la peine de rester là-dessus. Merci beaucoup. Un topo excellent. Je pense que tu nous as bien clarifié les choses. Et super, parce que tu as respecté le temps. Donc, je ne sais pas si je l'ai respecté, mais, mais on sera plus court sur la tryptase. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe au deuxième topo ou si vous avez des cellules là où on pose tout à la fin du deuxième, peut-être, ouais, c'est mieux. Hein, je pense que c'est mieux parce qu'en fait, on va revenir sur pas mal de choses avec la tryptase. Donc, on est parti pour la deuxième présentation. À toi. À moi. Yes, voilà. Donc, enfin, pour ma dernière présentation, vous avez une diapo où je reprends mes affiliations, les logos. Donc, voilà, vous avez tout enfin. Une diapo que j'adore, j'en suis très fière, parce qu'il y a 6 ans, au CFA 2016, Joël Birnbaum, que nous connaissons tous et qui est une personne absolument exceptionnelle, avait proposé que je participe à une session controverse sur la tryptase, en défendant l'idée, faut-il doser la tryptase chez tous les patients allergiques? C'était quand même en 2016, donc c'était une proposition de 2015. Et en fait, à l'époque, j'avais conclu que oui, il ne faut pas hésiter à rechercher une anomalie mastocytaire. Avec un dosage anormal de tryptase, on a quand même des indices de gravité clinique et en fait, ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un simple allergène. Et en fait, je ne suis pas peu fière de moi, je dirais, parce que depuis 2016, en fait, on a eu quand même beaucoup de nouveautés. Donc, on les a un peu vues dans le topo précédent. L'alpha-tryptasémie héréditaire, le diagnostic, la classification des syndromes, mais aussi des désordres en général, l'algorithme de confirmation d'une dégranulation, et puis la nouvelle forme et fonction dont on ne parlera pas trop parce que voilà, il faut quand même garder le temps. Et à partir de là, mon topo va être en anglais, mais je vais parler en français. Donc,
première question, pourquoi est-ce que je devrais faire mesurer la tryptase? Alors même qu'en fait, depuis 87, donc ça fait plus de 30 ans, je crois, on nous a dit, voilà, vous dosez la tryptase et vous avez un indicateur de l'activation des mastocytes et aussi de la mastocytose. Et en fait, c'est pas parce que personne n'écoute depuis 87, mais parce qu'en fait, il y a, ici j'ai mis juste, je pense, même pas 1% de ce qui a été publié depuis, énormément de travail réalisé. Donc, si on regarde les tryptases, donc maintenant vous êtes au courant qu'il y a 4 isoformes qui sont sur le chromosome 16, donc on ne va pas s'y attarder. Ce que je veux vous présenter dans cette diapo, c'est que quand vous regardez les alpha et bêta, donc on a oublié les gamma delta 1, on regarde les alpha et les bêta, elles vont soit être libérées sous forme monomérique dans le sang, soit partir vers ce qu'on appelle les granules sécrétoires. Alors les granules sécrétoires, c'est une marque déposée. C'est un organite intracellulaire qui, quand vous dites granules sécrétoires, ce n'est pas comme si vous disiez des granules. C'est vraiment l'organite qui réalise la dégranulation mastocytaire, qui a une composition précise, qui a un contenu en protéases et autres constituants bien précis. C'est un compartiment qui s'apparente d'ailleurs au lysosome. Et donc, on a les sous-unités bêta, mais aussi alpha, qui peuvent aussi aller vers les granules sécrétoires. Et qu'est-ce qui se passe dans les granules sécrétoires? En fait, ces monomères vont former des tétramères. Alors, jusqu'à il y a 2-3 ans, on considérait que seuls les bêta pouvaient former des tétramères. Depuis 2-3 ans, on sait que les alpha aussi peuvent s'associer avec des bêta et former des tétramères. Donc on a une complexité qui est accrue. Pourquoi? Parce que les tétramères bêta et les tétramères alpha-bêta ont des modes d'action différents et donc des symptômes différents. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais sachez qu'on a des homotétramères et des hétérotétramères et que ça a un effet sur les symptômes. Donc, on reprend le petit train-train. Les monomères qui sont libérés de manière continue contribuent au niveau basal de la tryptase. Quand on a une dégranulation mastocytaire, on a ces tétramères, homo et hétéro tétramères, qui sont libérés sous la forme de ce qu'on appelle la tryptase aiguë. Nous, on a le test de tryptase totale, c'est celui qu'on utilise, on dit tryptase, mais en fait c'est la tryptase totale. Et donc, on l'utilise aussi bien pour les pathologies aiguës, comme l'anaphylaxie, que pour les pathologies chroniques dont on a parlé jusqu'à présent. Il existe un dosage de la tryptase mature, donc des tétramères, quels qu'ils soient, qui est fait par Laurence Schwartz aux États-Unis dans son laboratoire, donc c'est absolument pas disponible en commercial. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on utilise la tryptase totale en fonction de la physiologie. C'est-à-dire qu'on a notre tryptase basale qui reste tranquille avec des petites variations, des petites vaguelettes, en l'absence d'un facteur déclenchant. Quand on applique un facteur déclenchant, les mastocytes dégranulent, on va avoir une augmentation de la tryptase. Cette augmentation va être détectable à partir d'un certain moment. On a évidemment un pic, et puis après, on a un temps de demi-vie, un retour à la basale, et c'est bon. Et en fait, donc on va regarder la tryptase basale, la tryptase aiguë, et de nouveau la tryptase basale. En fonction de quoi? Donc en fonction de l'état des mastocytes, un état au repos, un état de dégranulation et un état de retour à la normale avec la fin de la dégranulation. Qu'est-ce qui est important à savoir? C'est que l'état détectable de la tryptase aiguë, en fait, est retardé d'au moins une demi-heure par rapport au début des symptômes quand vous avez appliqué votre facteur déclenchant. Donc, il ne faut pas doser la tryptase, il ne faut pas prélever la tryptase dans la seconde ou dans les minutes qui suivent. Le pic est atteint en environ 1 heure et le retour à la basale s'est fait en environ 24 heures. Donc on a un timing qui est très précis pour faire les prélèvements de tryptase aiguë et basale. En fait, on va en reparler, mais c'est vraiment important de poser les jalons.
la tryptase aiguë, il faut la doser idéalement entre 1 demi-heure et 2 heures après le début des symptômes. C'est vraiment le point de repère pour nous. Évidemment, si vous voyez le patient à 3 heures ou à 4 heures, vous allez lui prendre quand même un prélèvement parce que ce prélèvement aigu est précieux, on ne peut pas le répéter. À l'inverse, un prélèvement de tryptase basale, que vous le fassiez à J2 ou à J15, ça ne changera pas grand-chose, même en théorie, pas du tout. Donc c'est très important d'avoir en tête ces jalons qui sont très simples. Hein. On a le mastocyte qui ne fait rien, le mastocyte qui s'excite, le mastocyte qui de nouveau ne fait plus rien. Et vous avez un décalage entre l'augmentation détectable de tryptase et le début des symptômes, avec ensuite donc, le retour assez rapide à la normale. Donc ce sont les 3 éléments sur lesquels on va se baser pour le reste. Question fondamentale. Là-dedans, est-ce qu'on a une valeur de référence pour la tryptase basale? Et ça, c'est une question qui est très importante, parce qu'en fait, on parle de tryptase, donc on a dit depuis 87,